carrière de footballeur qui a démarré très tôt, très jeune à Mont-de-Marsan, chez moi, hein, ma ville d'origine. Et puis à l'âge de 14 ans, j'ai eu la chance quelque part d'attirer un petit peu les yeux du recruteur du FC Nantes, à l'époque Guy Lyon, hein, recruteur de toute cette génération dorée du FC Nantes qui a obtenu des titres de champion de France. Donc je suis parti à l'âge de 14 ans à Nantes. Période durant laquelle, bien évidemment, j'ai côtoyé le centre de formation pendant 4 ans, jusqu'à ma majorité, avec quelques sélections nationales chez les jeunes, et puis quelques moments intéressants en moins de 17, en moins de 15 ou même un petit peu plus tard. Et puis, j'ai signé mon premier contrat professionnel à 19 ans. À 14 ans, tu es parti de la maison? À 14 ans? À 14 ans, je suis parti, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Pour aller en quoi? C'était un genre de sport-études? Parce que là, 14 ans, Non, tu rentres c'était dans le le centre de chômage. formation directement, en moins de 15. Ok. En moins de 15, ouais. Avec scolarité, Intégré. scolarité dans les locaux du centre de formation. Déjà à l'époque, le FC Nantes était en avance par rapport à ça, on était scolarisé dans des classes de 6-7 avec des profs qui venaient au centre de formation. D'accord. Donc, effectivement, les études étaient importantes et surtout facilitées par ce fonctionnement. Alors, bien évidemment, on avait très peu d'heures de cours par semaine, en tout cas beaucoup moins que des étudiants classiques. On était sur 16 à 18 heures de cours par semaine. Et puis, bien évidemment, les entraînements qui allaient avec. Et puis, donc, je te dis, à la suite de ces années de formation, j'ai signé ce contrat professionnel à 19 ans, à une période où, j'ai envie de dire, le FC Nantes marchait sur l'eau. Quelques années auparavant, on avait eu ce fameux titre 95 avec la génération Pedros, Loco, Wedek qui reste dans les annales. Et puis là, dans les années 2000, des Coupes de France et un titre de champion de France avec Reynal de Noax. Donc, une fierté de signer pro à ce moment-là. Et puis, en même temps, pas simple parce qu'il y a du monde, pas simple parce qu'il y a de la qualité. Pas simple de pouvoir faire son trou et s'imposer en pro. Après, certainement qu'il m'a manqué des choses pour pouvoir y arriver à ce moment-là. C'est un petit peu long de tout détailler, mais disons que j'étais ce joueur talentueux étant jeune qui n'a peut-être pas suffisamment travaillé au moment de la signature du contrat pro pour pouvoir en faire plus. Pierre, pour nos auditeurs, comme tu étais attaquant, Oui. d'accord? Il y avait qui avec toi à l'époque? Quand tu dis je pouvais, voilà. Les attaquants, concurrence. à l'époque, c'était Olivier Monterrubio, Marama Vairua, Viorel Moldovan, Pierre Ibruzet, Olivier Quin. Que des très bons joueurs de foot, de toute façon. Et puis, après, ça m'a permis, malgré tout, de vivre des expériences extraordinaires comme la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe de façon plus globale, le titre de champion de France, la Coupe de France. Tout ça, c'est des moments magnifiques, même si on ne participe que partiellement ou de façon irrégulière. Mais voilà, d'avoir joué à Highbury, d'avoir été au stade à Rome, d'avoir reçu Manchester United. Enfin bon, il y a tout un tas de souvenirs assez incroyables. Et c'est maintenant, en tout cas bien après, avec le recul, qu'on se rend compte de la chance que l'on a pu avoir de vivre ça. Bon, toujours est-il que j'ai évolué pendant 4 ans comme joueur professionnel à Nantes, dont 1 an de prêt en Ligue 2 à Grenoble. Une année de prêt qui s'est plutôt bien passée malgré une blessure à la cheville qui m'a empêché de jouer l'intégralité de la saison. Mais en tout cas, une saison qui m'a permis de prendre beaucoup plus de confiance en moi, d'évoluer en Ligue 2, d'évoluer à un niveau finalement que je ne connaissais que très peu, parce que je n'avais joué que 7-8 matchs en Ligue 1. Donc ça m'avait fait du bien. Bon, je suis revenu et puis sur ma dernière année de contrat, le club n'a pas souhaité prolonger. Et à ce moment-là, les offres qui m'arrivaient de clubs de Ligue 2 étaient assez incertaines, je trouvais, sur le plan du développement sportif.
sur le plan financier, ça pouvait être intéressant, mais je sentais pas je sentais pas le truc sur le plan sportif et Tu as besoin de jouer. besoin de jouer, Tu as besoin exactement. de jouer. Ouais. Par rapport à ça. Donc, et puis, bon, on en parlait tout à l'heure en off, il y a cette déchirure quand même aussi de quitter un peu le cocon nantais à ce moment-là. Ouais. Et à ce moment-là, je fais le choix de venir en national à Bayonne, donc de me revenir vers chez moi, de me rapprocher de ma cellule un petit peu plus familiale. Donc, dans un club qui est entraîné à l'époque par Christian Saramagna, qui monte en national. On fait une bonne saison et puis à l'issue de cette saison, je suis transféré. Je choisis de partir à Saint-Ouen-Saint-Gratien, en national, parce qu'à l'époque, là aussi, il y a un projet sportif qui se monte et qui semble intéressant. Finalement, on échouera aux portes de la montée en Ligue 2. Et puis, bon, comme tout projet ambitieux et à court terme, bon, ça ne vit pas plus. Et là, je reviens à nouveau dans ma région d'origine, à Pau, hein, toujours en national, dans le club pour lequel j'ai évolué pendant 4 ans au niveau national. Voilà. Donc ça, c'est ton... Et puis sur la fin, je décide à 30 ans de revenir carrément à Mont-de-Marsan en CFA2 à l'époque. Et puis, dès la première année, on monte en CFA et on fait une bonne année de CFA. Sur la deuxième année, je me fais les croisés, j'ai 32 ans. Les résultats sont beaucoup moins bons pour l'équipe. L'entraîneur en place se fait limoger. Le club n'a pas trop de moyens pour pouvoir aller chercher un éducateur à l'extérieur, diplômé. Bon, il se trouve que pendant mes années de joueur, j'ai passé mes diplômes, sans trop d'idées derrière tout ça, mais en me disant que peut-être un jour ça me servirait. Et à ce moment-là, Mont-de-Marsan décide de me faire confiance alors que je n'ai absolument aucune expérience d'entraîneur. Je ne me suis jamais retrouvé dans un groupe, hormis des gamins de sport-études, parce que je m'occupe d'une section sportive. Mais je suis à 32 ans et demi, un petit peu balancé dans l'arène à Mont-de-Marsan, dans un club qui occupe une position au classement délicate, et surtout moi n'ayant aucune expérience. Alors là, avant de basculer sur le côté entraîneur, il y a des questions qui peuvent être intéressantes par rapport aux auditeurs et même nous, par rapport à nous. Quand tu dis que tu débarques, quand tu es recruté par le FC Nantes à l'âge de 14-15 ans, donc on est d'accord que là, tu t'éloignes de la famille, donc tu vas dans un contexte, tu vas te faire une tentative, tu vas découvrir un club, un club pro, une structure, et comme tu dis, tu y passes des bonnes années, tu évolues au FC Nantes, donc tu apprends beaucoup de choses. Tu as eu qui comme entraîneur dans ces catégories de jeunes jusqu'à l'équipe première? Alors, en moins de 15, certainement que la majorité d'entre vous ne le connaissent pas, mais c'est un formidable éducateur, formateur. C'était Jean-Claude Baudouin, qui s'est toujours occupé de très jeunes joueurs à Nantes. Puis Loïc Amis, puis Reynald Denoix. Et à l'époque, Loïc Amis, je l'ai eu en moins de 17. Puis derrière, il est monté avec l'équipe 3, puis l'équipe 2, et puis il est arrivé même jusqu'à l'équipe professionnelle. Donc il y avait une forme de continuité même chez les éducateurs, chez les entraîneurs. Reynald Denoix, que j'ai eu moi en réserve, que j'ai retrouvé après aussi chez les pros avec la carrière qu'on lui connaît. Mais c'est essentiellement. J'ai pas eu une succession de beaucoup d'éducateurs. Oui. C'est intéressant, ça. C'est déjà ça, c'est intéressant, cette info, parce que ça veut dire que tu pars de ton contexte familial, tu te retrouves dans un contexte donc tout nouveau. Et malgré ça, quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas énormément de changements, comme tu dis, d'entraîneur. Donc, les gens qui te supervisent, qui sont au quotidien à te gérer, donc ça te stabilise quand même quelque part. Hors du contexte familial, tu te retrouves dans un contexte familial au final, quelque part, au FC Nantes. Ah, mais complètement. Le FC Nantes du début des années 2000, comme tu le dis, c'est une vraie famille. Et puis, c'est une continuité dans les années, parce que l'année du titre de champion de France en 2000, il faut savoir que sur un effectif de 25 joueurs, un effectif professionnel de 25 joueurs, on est quand même 18 du centre de formation. Ouais, et on est champion de France. D'où le terme la formation à la nantaise. Donc toi, on va dire que tu as été baigné dans la formation à la nantaise. Tu as vraiment connu le cursus qu'on te demande souvent dans les équipes comme Barça ou autre, c'est d'être dans une structure qui permet de travailler sur les mêmes logiques pour qu'à la fin, ça aboutisse à jouer dans l'équipe première. Donc, tu as connu ça. Le projet club, tu l'as connu entièrement déjà. Je l'ai connu. Tu dis
tu emploies le terme baigné, mais moi, je vais même te dire, on a été marqué au fer rouge par c'est ça, le. marqué, Quand tu y passes 10 ans et que pendant 10 ans, effectivement, quelle que soit la personne que tu as en face de toi, on va te dire la même chose, on va parler le même langage. C'est marqué au fer rouge, quoi. Et tout ce qui se passe ensuite dans ta carrière de joueur et maintenant d'entraîneur, elle est forcément influencée par ce que Oui, tu as c'est ce vécu. que j'allais dire. Oui, là, comme tu dis, tu as été marqué au fer rouge par le FC Nantes. Donc, on peut parler pour la suite qui va t'arriver, que tu vas raconter. On peut parler que tu as déjà l'ADN du FC Nantes en toi. Et donc, même à Mont-de-Marsan ou même à Nantes aujourd'hui avec ton retour, tu es toujours dans l'ADN du FC Nantes. Quand tu l'as et tu essaies de le mettre, après ça, on en discutera après par rapport à la suite. Donc là, on va dire que tu vas au FC Nantes, tu fais la tentative, tu es dans un contexte familial. Donc là, tu te retrouves avec un semi-échec ou une claque quand tu dis qu'ils ne te maintiennent pas alors que tu touchais le doigt. Par contre, tu as dit une petite phrase, tu as dit peut-être que je n'ai pas tout donné non plus. Alors, est-ce que ça veut dire que le cocon familial, peut-être dans le contexte d'un club qui était tellement familial et tellement les gamins, tout le monde dans la même logique, est-ce que ça te permettait à un moment donné, en vieillissant dans la même logique, c'est-à-dire de 15, 16, 17, 18, 19, est-ce que dans la continuité, tu as continué à être très compétiteur ou est-ce que tu étais dans le moule et tu n'as pas fait attention qu'à un moment donné, il fallait peut-être apporter cette petite plus-value qui était peut-être compétiteur, pas méchant, mais qui sait qu'il doit aller chercher plus que le contexte familial du FC Nantes, c'est aller chercher la place qui maintient ce truc. Mais il y a certainement un peu de cette notion, mais il y a surtout, je l'ai évoqué du bout des lèvres, parce que ça peut paraître prétentieux de le dire. Et aujourd'hui, moi, je suis en plein dedans avec la réserve du FC Nantes. Justement, je faisais partie de ces joueurs talentueux. C'est-à-dire pour lesquels les années de formation, finalement, ont été assez faciles. Oui. Bon, voilà, encore une fois, c'est délicat d'en parler, mais c'était assez simple. C'est-à-dire qu'on franchissait les étapes sans que ça semble être un effort surhumain pour moi. Et le passage chez les pros, finalement, là, on arrive dans un autre monde, totalement. Évidemment, la concurrence, elle est exacerbée. L'environnement d'un match n'est plus du tout le même. Et là, du coup, je me retrouve beaucoup plus dans le dur. Et comme je n'ai pas matérialisé pendant les années de formation cette capacité à aller chercher quelque chose que je ne maîtrise pas, et là, je suis un peu démuni à ce moment-là. Donc, on pourrait dire que, est-ce que ça, c'est, alors je ne dis pas que c'est un point faible, mais est-ce que ça, c'est quelque part quelque chose qui n'était peut-être pas recherché ou travaillé au FC Nantes dans leur formation? Est-ce que c'était quelque chose qu'ils laissaient faire aux joueurs de se créer un peu eux-mêmes aussi dans ce côté-là? Ou est-ce qu'il y avait peut-être un manque là sur le côté je m'aperçois qu'un joueur est moins compétiteur? Non, Pierre, il l'a dit. Pierre, il l'a dit. Il passait les caps, pas facilement, mais il passait les caps au-dessus. Oui, il était facile dans son truc. Ça on peut le comprendre. Voilà, il ne devait pas être le seul. Et arrive un moment, oui, pour le niveau pro, concurrence avec. Je ne vais pas parler de suffisance. Je ne pense pas que ce soit ça. Oh, il y en avait sûrement un peu à ce moment-là, oui. Mais pas prêt, peut-être. Oui, pas prêt. Pas prêt. Est-ce que ce n'est pas l'aspect mental de la compète, l'approche mentale de la compète? Je ne sais pas, hein, je pose une question à Pierre, attention. Hein, non, mais je pense que j'étais trop immature. C'est-à-dire que dans ce groupe pro, je me rappelle très bien mon premier entraînement, il y a Bruno Carotti. Bon, je lui fais, je ne sais plus exactement, un geste où je l'élimine, et puis avec l'aisance, et puis il me rentre dedans, et puis sur le ballon d'après, il me fait mal, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, ouais, immature par rapport à l'environnement d'une équipe professionnelle aussi. L'habitude de jouer en jeune ou avec la réserve dans des stades moitié vides. Bon, ben là, d'un coup, ils sont 40 000, il y a des caméras partout. Et finalement, je ne suis plus dans l'insouciance et le plaisir, quoi. Je calcule un peu. Voilà. D'accord, ok. Limite pas préparé à ça, quoi. Ouais. Donc, du coup, tu vous posez la question si c'était une faiblesse du FC Nantes. Non, c'était une de mes faiblesses. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça qui faisait le tri après de tous les bons joueurs. Exactement. Celui qui passait un peu au-dessus, c'était celui qui avait ça ou qui avait acquis ça de lui-même. Comme c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui, c'est un peu toujours le cas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si tu veux, on travaille quand même. On travaille avec tous les outils qui existent et tout. On essaye d'aller aider ce côté un peu mental, psychologique, parce que maintenant, aujourd'hui, on essaie d'aller le chercher.
Donc, ça veut dire qu'on savait qu'il y a des joueurs qui, comme toi aujourd'hui, si on prend le cas aujourd'hui, si on te remettait dans la génération d'aujourd'hui, peut-être que ce côté-là, on te l'aurait travaillé ou on te l'aurait titillé un petit peu ou on te l'aurait dit. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais il y a aussi un élément qui fait que quand tu es dans ce moule, entre guillemets, depuis l'âge de 14 ans, et que quelque part tu baignes là-dedans, que tu vois l'effectif pro, tu vois les pros, tu vois des matchs le week-end pendant 5 ans, 5, 6 ans, tu arrives à 20 ans et c'est ton tour. Ouais. Et parfois, au moment de toucher le Graal, quelque part, quelque chose que tu attends depuis des années et des années, et finalement tu perds tes moyens. Tu l'as tellement Ouais. attendu que le jour où c'est toi qui es face aux caméras, ben, tu perds un peu le fil, quoi. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai une petite anecdote. Je joue un match au Vélodrome à Marseille. Je suis remplaçant. Et à la mi-temps, Pierre-Yves André sort. Et Reynald Noix me demande d'aller m'échauffer sur le terrain, au Vélodrome. Et à l'époque, je ne sais plus pourquoi exactement, mais je sors seul. Je repars sur le Vélodrome, sur le terrain, tout seul pour m'échauffer. Et là, je suis au milieu de 60 000 personnes à Marseille. Et je m'échauffe. Et là, j'ai le temps de trop cogiter, en fait. Ouais. Je me rappelle très bien que je ne suis pas à l'aise dans mon échauffement. Presque Ouais, t'es limite sorti du contexte. à souhaiter que Pierre-Yves il reprenne sa place sur le terrain, quoi. Je sens que je suis pas à l'aise. Ouais. Et j'ai deux énormes occasions à 0-0 et des occasions que j'aurais mis 9 fois sur 10 avec la réserve. Ouais. Je ne l'aimais pas et on perd le match à la 93e minute 1-0. Ouais, Et je d'accord. pense que ces deux occasions à Marseille, à l'extérieur, à 20 ans, si je l'aimais, La suite, on ne sait pas. Ouais, mais c'est bien de le remarquer, de le Ouais. retenir. Pour Voilà. toi, ça, c'est une marque, comme tu l'as dit pour le FC Nantes qui t'a marqué au fer rouge, c'est une marque aussi indélébile, cette marque-là, on est d'accord? Ah oui, oui, ah bah oui, bien sûr. Pierre, tu t'es D'accord. repassé les occasions combien de fois? Ah, quelques fois. Hein? Pouah. Quelques fois. Et alors là, c'est là aussi pour l'anecdote, mais à l'époque, le match était retransmis sur. Alors, qu'est-ce que c'était cette chaîne? Je ne me rappelle plus du nom. Et un des consultants était Raymond Domenech, qui était alors entraîneur des espoirs. Donc, j'étais sélectionnable pour les espoirs. Et ben, je n'avais pas marqué les points. Donc voilà. Oui. Ouais, tu as perdu gros sur ce match-là, tu penses? Ouais, j'ai perdu pas mal. Ouais. Bon. Et donc après, comme tu l'as dit, retour dans ton contexte familial pour te relancer un peu le côté positif de ta descente un petit peu, au final, on peut le dire comme ça, de retourner dans ton contexte familial donc pour te ressourcer, et tu retentes de partir et tu reviens de nouveau te ressourcer. Ouais. Donc on comprend bien que voilà, il y a des relances, on Ouais. voit bien que tu te relances, tu essaies de te relancer à chaque fois, c'est intéressant. Il va quand même en Ligue 2 à Grenoble faire une pige. Ouais, je fais Prêté. une bonne année à Grenoble, une année sympa. Et puis après, j'ai fait 6 années de championnat national. En 6 ans, je crois que je marque 70, 75 buts en national. Donc, bon, ça se passe plutôt pas mal. Et finalement, j'ai des bons souvenirs de ces années de national aussi. Oui, bien sûr. Et donc là, on bascule, on passe sur le côté entraîneur. Donc là, tu prends l'équipe de Mont-de-Marsan. Donc vas-y, ben, à toi, raconte. Et comme je te disais, je suis parachuté là dans un groupe qui est dernier au classement avec des joueurs face à moi le premier jour avec lesquels je jouais 5 mois plus tôt, sans aucune expérience, si ce n'est, je te dis, de m'être occupé pendant 6 mois d'une section sportive. Ouais. Il faut trouver des solutions, ça ne va pas. Je n'ai pas forcément la méthodologie pour mettre en place au quotidien. J'ai des idées, on en parlait, ce que j'ai vécu. Ouais. J'ai des idées, mais le matérialiser au quotidien, avoir les bonnes réponses pour le groupe, avoir les bons ajustements tactiques à la mi-temps de match, etc. etc. Tout cela, ça vient sur le tas, quoi. Tu l'apprends sur le tas et vraiment, tu l'apprends au jour le jour, quoi. Donc ça, tu te formes en réel au jour le jour. Ouais. Et puis dans la douleur sur les premiers temps. Et puis, bon, j'ai surtout eu la chance à Mont-de-Marsan d'avoir des dirigeants qui m'ont fait confiance au départ et qui m'ont fait confiance aussi dans les mois qui ont suivi, qui ont été compliqués. Et puis, grâce à eux et puis grâce à tout le travail qui a été fait, on a pu bien évoluer et puis obtenir de bons résultats en CFA avec le plus petit budget des 4 groupes de CFA.
On fait. Moi, je te cache pas que si on te fait venir, je te coupe, mais si on te fait venir, comme en tous les cas, moi perso, si j'étais intéressé à te faire venir, alors oui, il y a parce que tu es au FC Nantes et tout ça, donc ça, c'est ton retour. Mais c'est parce que justement, les années de CFA au Mont-de-Marsan, moi, quand je te suivais, quand on était en contact, moi, je trouvais vraiment, déjà, qualité de jeu, je trouvais que c'était intéressant, mais je trouvais qu'au niveau des résultats, parce que tu jouais quand même la montée souvent avec Mont-de-Marsan en CFA, et je savais que tu étais dans le staff où c'était pas 50, je savais que c'était compliqué, tu me l'en avais parlé, et malgré ça, il y avait des résultats. Donc ça veut dire que quelque part, tu avais alors peut-être un potentiel, mais il y avait quelque chose. Quand tu prends une équipe qui n'est pas bien et que tu arrives à jouer les premiers rôles en CFA, sans réellement avoir un staff énorme et tout ce qui va avec, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, c'était intéressant. Maintenant, est-ce que tu as réussi à appliquer, dès tes premières années, est-ce que tu as réussi à appliquer des choses du FC Nantes, de ta formation? À appliquer, je ne sais pas si on y est arrivé dès le départ. En tout cas, à le matérialiser au quotidien, oui, je l'ai fait direct. Je ne savais pas faire autre chose, de toute façon. Ouais. Et puis là, à ce moment-là, je me dis, de toute façon, pour essayer d'être crédible, il faut être authentique. C'est-à-dire que tu vas essayer de faire des choses que tu connais, que tu maîtrises. N'essaye pas de copier, n'essaye pas d'aller sur Internet chercher des exercices, n'essaye pas d'aller voir ce que fait un autre entraîneur. De toute façon, tu ne l'auras pas ressenti avant, ça ne viendra pas de toi, tu ne seras pas crédible, tu seras pas… Donc, j'ai fait ce que j'avais vécu, ce que j'avais fait, j'ai utilisé un langage que j'avais entendu, et puis surtout, parce que moi, j'ai quand même appris maintenant depuis de nombreuses années que les résultats, bien souvent, ne viennent qu'à partir du moment où on prend le temps de travailler avec des gens, et notamment des joueurs, pendant un certain temps. J'ai eu cette chance d'avoir sur 3 années consécutives là, un groupe de joueurs de qualité et surtout qui adhéraient un petit peu à ce qu'on voulait faire. Et puis tout ça dans une ambiance très sereine, très familiale. Il n'y avait absolument aucune pression, ni de monter bien évidemment, mais même de descendre. Donc on avait cette tranquillité d'esprit aussi pour évoluer. C'est intéressant. Et est-ce que ce que tu avais appris, est-ce que tu as voulu leur inculquer? Est-ce que c'est facile d'inculquer des choses comme le jeu un peu à la nantaise, on va dire ça comme ça, par rapport à des joueurs, voilà, Mont-de-Marsan, c'est pas le même peut-être profil que les joueurs qu'il y a au FC Nantes. Est-ce que du coup, ce que toi tu dois mettre comme tactique et autres à Mont-de-Marsan, est-ce que tu le fais pile poil comme tu l'as appris ou tu t'adaptes aux joueurs et tu adaptes ce que tu as appris et par rapport aux joueurs et au profil de joueurs que tu as dans le contexte? Mont-de-Marsan, c'est quand même, on sait, c'est un stade traquenard. On sait que c'est besogneux, il faut y aller. Non, mais on n'était plus du tout sur ça. Et puis, même si moi, je l'ai vécu en tant que gamin, tous ces matchs traquenards à Mont-de-Marsan, je les ai vus quand j'étais petit. Mais non, c'est ce que je te disais. Je sais, ça n'aurait pas été moi. J'aurais pas pu dire le défenseur central, tu donnes à l'autre défenseur central, tu vas allonger. Je n'aurais jamais pu dire à un milieu de terrain, viens pas chercher le ballon dans les pieds de tes défenseurs centraux. Je n'aurais jamais pu dire aux joueurs offensifs de côté, dès qu'on allonge, vous vous rapprochez de l'avant-centre. Non, moi, je ne le maîtrisais pas, je ne le connaissais pas. Donc, non, j'ai fait de ce qu'on avait voulu faire. Ça a pris un peu plus de temps, mais au final, qu'est-ce qu'on demande aux joueurs? Ce ne sont que des choses simples. Oui, c'est bien, c'est ça que je voulais t'amener à dire. Des choses simples. Et après, le plus important, c'est d'avoir des joueurs intelligents. Voilà. Si tu n'as pas de joueurs intelligents, si tu as des bourricots en face de toi, effectivement, tu peux faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas. Par contre, si tu as des garçons intelligents à qui tu demandes de faire des choses simples sur un terrain de foot, à leur faire comprendre, qui le comprennent après, et leur faire comprendre finalement que le football, tu vas d'abord jouer avec les autres et pour les autres. Tu vas avoir d'abord comme credo de vouloir donner le ballon plutôt que de le prendre. Partenaire, oui. Etc., etc. Bon, tout ça, c'est des notions assez simples. Voilà. Mais il faut avoir des gens en face de toi qui aient l'envie d'abord et l'intelligence de l'intégrer, quoi. Simplement parce que cette méthode, et on en parlera peut-être après pour la formation, cette méthode, elle peut avoir comme regard pour les joueurs que je ne vais pas briller individuellement. C'est-à-dire que je me mets au service de l'équipe et je ne vais pas briller individuellement. Donc parfois, ça peut être problématique pour certains garçons qui ont une approche individualiste du football et de la carrière.
Mais c'est une absurdité parce que les meilleurs joueurs vont tirer profit de cette façon de jouer, de toute façon. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, ils se montreront plus dans le collectif, plutôt l'inverse, c'est sûr. Servir le collectif au lieu de se servir du collectif. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc là, tu fais combien d'années donc, à Mont-de-Marsan en tant que coach? Et 3 ans? 4 ans et demi. 4 ans et demi, ouais. Et 4 ans et demi, donc du coup, pourquoi Nantes? Parce qu'on vient me chercher. Parce que Nantes vient te chercher. Voilà. D'accord. Par rapport aux résultats ou parce qu'il y a eu Idée. des échos comme ça? D'accord. Aucune idée, si ce n'est que le directeur du centre de formation est un joueur avec lequel moi j'ai joué. C'est quelqu'un qui a mon âge, avec lequel on a partagé des années de formation. Donc on n'était plus en contact depuis de longues années, mais lui, il a cette volonté au sein de la formation d'avoir des éducateurs qui ont vécu les années joueurs au FC Nantes. Ouais, qui ont l'ADN, comme tu l'as dit, qui est gravé et incrusté. Donc c'était important pour aller plus vite, sans doute aussi, Oui, certainement. Ouais. dans ton apprentissage. Quoi. Donc du coup, tu incorpores le FC Nantes. Donc là, l'équipe est en CFA2, ça s'appelait CFA2, je pense, à cette époque. N3 ou CFA2 l'équipe descend en CFA2 quand j'arrive. Ouais, donc, toi, tu les prends en CFA2. Ouais. Donc là, comment ça se passe? Déjà, là, tu arrives dans un contexte plutôt centre de formation et des joueurs qui sont là tous les jours que tu as. Donc, est-ce que l'approche, du coup, toi, tu l'as maîtrisée quand il était joueur, tu la connaissais. Là, tu bascules de Mont-de-Marsan où les mecs travaillent, voilà, et il faut gérer comme tout club amateur. Et là, tu rebascules dans un milieu pro avec une méthodologie que tu connaissais. Est-ce que facile pour toi ou tu dois quand même réadapter? Non, c'est pas facile du tout. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'en plus, quand je reviens, donc moi j'ai quitté le monde pro depuis de nombreuses années. Ouais. Et quand je reviens, j'ai en face de moi un groupe de joueurs qui n'a absolument plus rien à voir au groupe réserve que l'on pouvait connaître, nous, quand on avait 20 ans. On n'est plus du tout dans la même sphère, on n'est plus du tout dans le même monde, on n'est plus du tout dans les mêmes objectifs, on n'est plus du tout… Enfin, c'est totalement différent. Voilà, c'est complètement différent. J'arrive dans un groupe qui est un peu meurtri de la saison précédente, avec cette descente en CFA2. Moi, je démarre avec beaucoup d'exigences dès le départ, beaucoup d'exigences, parce que j'avais eu des échos sur la saison précédente. Ouais. Je démarre avec beaucoup d'exigences et puis très vite, je mets en place des choses que je connais, que le directeur du centre de formation aussi me fait redécouvrir à travers la méthodologie qu'il a mis en place depuis de nombreuses années. Et puis j'apprends d'autres choses. Et puis j'évolue avec un staff plus conséquent. Je fais connaissance avec des outils que je ne connaissais pas, comme les GPS, toutes ces choses-là qui vont professionnaliser un petit peu le travail. Mais il y a de suite beaucoup d'exigences. Toi, là, tu bascules de entraîneur d'une une en CFA à entraîneur d'une réserve en CFA2. Donc là, peut-être le passage de passer de entraîneur qui décide à entraîneur qui doit aller dans un contexte que le directeur de centre de formation demande à impliquer, c'est là où tu as peut-être le travail le plus dur peut-être pour toi, de te mettre au profit du club en fait. Ben c'est clairement la grosse différence de toute façon entre être entraîneur d'une équipe première et être entraîneur d'une équipe réserve. Ça, tout le monde le sait. C'est peut-être exacerbé dans un club professionnel parce qu'il faut pouvoir mettre en place la méthodologie voulue par la formation. Ouais. Et il y a surtout aussi l'autre problématique qui est de fonctionner et d'être au service de l'équipe professionnelle. Alors, quand j'étais moi joueur, ça ne posait pas trop de problème parce que tout le monde était dans la même logique. Bon, là, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai connu 4 entraîneurs. 4 entraîneurs avec des idées et un caractère et une façon de communiquer complètement différentes. Est-ce que les entraîneurs qui arrivent, les 4 entraîneurs que tu as, est-ce que quand ils viennent prendre le club, quand ils viennent prendre l'équipe première, est-ce qu'ils essayent de mettre un peu la main sur l'équipe réserve aussi? Est-ce que toi, ça te perturbe chaque fonctionnement d'entraîneur? Non, alors non. Claudio Ranieri, la première année, pas du tout. Ouais. Absolument pas. Après, on a Cardozo qui arrive
Miguel Cardozo, qui reste très peu de temps, mais qui essaie en tout cas de discuter avec moi. Il fait participer mon groupe à certains entraînements types de son équipe. Bon, derrière, Vaïd arrive. C'est différent, c'est particulier aussi. C'est un mode de communication qui est différent aussi. Je dirais que celui qui est le plus, mais bon, on le sait, ce n'est pas une surprise, le plus dans cette idée de s'associer quelque part à la formation et surtout à l'équipe réserve, c'est Christian Gourcuff. Alors évidemment, il ne fera pas ce qu'il a fait à Lorient parce que, même si on ne sait jamais, mais il n'a certainement pas 10 ans d'entraînement devant lui. Devant lui. Mais en tout cas, il a cette fibre. Oui. D'accord. Est-ce que toi, ça te permet d'observer, tu vas observer un peu les séances? Alors déjà, avant de répondre à cette question, est-ce que là, maintenant que tu retournes au FC Nantes, ce que toi, tu as connu et vécu, comme tu l'as dit, en tant que joueur, de ne pas avoir eu ce côté, aller chercher un peu plus pour peut-être passer le cap, est-ce qu'aujourd'hui, avec les joueurs que tu as, qui ont, comme tu le dis, une mentalité différente, peut-être individualiste et autres, est-ce que tu arrives à faire de l'échange avec les joueurs pour essayer de les conseiller? Est-ce que tu rentres dans ce côté social à discuter, à échanger pour pas les coucouner, mais pas loin, mais après surtout les aiguiller de ton passage, toi, et de ton vécu que tu as eu, quoi? C'est peut-être 80% de mon travail aujourd'hui. C'est 80% de ton travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai des joueurs à 19 ans, 18, 19, 20 ans qui, sur le plan purement football, ont quasiment tout. Alors après, il y a des notions tactiques qui vont évoluer, bien évidemment, avec les entraîneurs qu'ils vont rencontrer. Mais ils sont là, ils sont vraiment au pas de l'équipe professionnelle. Et tu parles de coucouner, il y en a pour lesquels c'est la façon de fonctionner, il y en a d'autres pour lesquels il faut une autre façon de fonctionner. Je vais te prendre l'exemple de la révélation nantaise cette année, Imran Moussa, que j'avais avec moi sur les 2 dernières années. Sur le plan footballistique, il n'y avait absolument aucun doute que ce serait un très très bon joueur de Ligue 1. Il fallait le durcir, il fallait le blinder mentalement. Quand il a été un peu dans la facilité sur une période courte, je lui ai fait comprendre des choses. Il ne les a pas comprises immédiatement. Je me souviens l'avoir écarté du groupe pendant 2 week-ends et lui avoir surtout expliqué pourquoi. Je lui ai dit que tu joues demain contre peu importe, je ne vais pas Chartres ou n'importe qui, ça ne va pas changer ta vie. Par contre, je veux que tu comprennes pourquoi tu ne vas pas jouer. Et il était rentré lui aussi un petit peu dans cette facilité. Ouais, dans cette facilité, dans ce côté un peu individualiste, parce qu'il était dans l'aisance et dans la réussite depuis quelques mois. Et finalement, de l'avoir endurci, ça lui a permis de suite de… Tu l'as mis un petit peu à l'ombre. Comment? Tu l'as mis un petit peu à l'ombre. Je l'ai mis un peu à l'ombre. Oui. Je l'ai mis un peu à l'ombre et surtout, il a eu la bonne réaction. C'est lui qui a eu la bonne réaction. Oui. C'est-à-dire qu'il est revenu le lundi à l'entraînement comme un chien, quoi. Ouais, il a compris, quoi. Il a compris qu'il s'était trompé. Donc, c'est pas moi, c'est lui. On dit souvent qu'on ne crée pas les joueurs, on ne crée pas les talents. Par contre, on doit faire en sorte de ne pas les gâcher. Ouais. C'est pas nous qui construisons le talent. Enfin, en tout cas, moi, avec l'équipe réserve à 19 ans, le talent, il y est ou il n'y est pas, il est là. Et lui, en l'occurrence, il était là. Il fallait surtout pas le gâcher. Ouais. C'est pas moi qui ai construit son talent footballistique. Hein. J'ai fait en Il sorte de l'avait pas en le lui. aujourd'hui. C'est une des révélations, un des meilleurs milieux de terrain du championnat de France et il attire beaucoup d'équipes européennes. Quoi. Ça va très vite. Pierre, moi j'ai une question. Tu as vécu ça. Bon, tu as signé pro. Pour tes jeunes qui ne passent pas pro en neuf, on en a parlé. Quel discours tu aurais pour un gamin qui plus est, qui est de Nantes, qui ne passe pas pro et que tu ne gardes pas quel discours tu aurais? Avec ton expérience, toi, même si tu n'es pas nantais de pure souche. Mais… C'est un discours que j'ai dû tenir il y a quelques semaines parce qu'il a fallu prendre des décisions. Et cette année, ça a été encore plus compliqué que d'habitude parce que ces décisions ont été rendues par téléphone ou par visio. Donc là, c'est vraiment pas simple. Alors, pour la grande majorité d'entre eux, ce n'était pas une surprise. Il y avait quand même eu un bilan qui avait été fait à mi-saison en décembre. Hein, donc, il y avait déjà des projections un petit peu. Mais le discours, il est celui-là. C'est la fin d'une aventure, ce n'est pas la fin de ta carrière. Il y a le FC Nantes.
c'était extraordinaire, hein, c'était super, tout ça, ça va te servir. Maintenant, il y a plein d'autres endroits où tu vas t'épanouir. L'objectif maintenant pour toi, c'est de ne pas te tromper sur les prochains choix. Voilà, c'est privilégier le côté sportif. Tu avais un salaire à Nantes, tu sais que tu n'auras pas le même. Et encore plus dans cette situation, si tu cours après les euros ou la poignée d'euros supplémentaires, tu as toutes les chances de te planter. Ne sois pas impatient, ça reviendra. Il n'y a pas de parcours linéaire. On peut être en échec à 20 ans et puis revenir à 25. Oui. Voilà, moi, j'avais aussi dans mon groupe réserve l'année dernière en post-formation Kader Bamba, qui avait été en échec à Toulouse au centre de formation, qui arrivait du Mans à 1-2. On a fait un coup, on a essayé. Bon, on a essayé de voir. Il a été en échec jusqu'à 24 ans. Et puis finalement, à 24 ans, il a joué son premier match en pro. Et puis il en a joué 28 cette année. Donc voilà, c'est la fin d'une étape, mais certainement pas la fin de tout, quoi. Là, on va basculer sur un exercice que tu nous as proposé, qu'on a monté. Et cet exercice, tu vas l'expliquer, le commenter, on peut échanger pour savoir si c'est jouable de le faire à d'autres catégories, tout ça. Et après, derrière, on montrera des exemples de vidéos que tu as eues. Donc, comme tu fais pas mal d'analyses vidéo, et vous avez ça. D'ailleurs, il y a une question de Franck ACBB qui met « Bonjour, combien de temps représente l'analyse vidéo dans ton travail ?» Donc ça, je pense que vous l'avez et vous l'appuyez encore plus, l'analyse vidéo. Donc on va le justifier, tu pourras lui répondre justement par rapport quand il y aura les vidéos pour montrer un peu ce que vous en faites et tout ça, quoi. Donc là, je bascule sur l'exercice. Hop. Donc voilà, donc là, tu peux, si tout le monde le voit, c'est bon, je pense. Vas-y, tu peux l'expliquer. Bien. Alors, c'est un exercice relativement simple, mais que je répète régulièrement. J'essaie de le faire une fois par semaine dans la programmation. C'est un exercice qui va intervenir régulièrement le mercredi sur une séance d'entraînement où on va essayer de se mettre à 11 contre 11 sur diverses situations. Cette situation-là démarre avec une équipe blanche qui est… Alors là, les défenseurs sont un tout petit peu hauts. Une équipe blanche qui va être en situation de défense sur un bloc relativement bas. Hein. Ils ont comme premier objectif défensif, évidemment, de récupérer le ballon, puis de protéger les 4 petits buts qui se trouvent dans leur dos. Hein, et bien évidemment, derrière le but central avec leur gardien de but. L'objectif, il est surtout sur le plan offensif pour l'équipe bleue, être capable de préparer face à un bloc défensif compact et assez bas. C'est ce que l'on retrouve assez souvent, nous, avec la réserve. Avec comme premier objectif, et ça, c'est quelque part une variante et une contrainte pour les défenseurs, c'est 4 buts. C'est-à-dire que bien souvent, on va être dans l'idée de trouver de la profondeur, mais si c'est dit, si c'est acté dès le départ, les défenseurs le savent. Ils vont travailler essentiellement sur la gestion de la profondeur et finalement, on ne va pas obtenir ce qu'on veut. Là, cette contrainte des 4 buts fait que les défenseurs sont obligés de défendre les interlignes devant eux aussi. Ouais. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est cette première idée. L'objectif pour les Bleus, il est surtout la préparation, la capacité à trouver le décalage pour accélérer et la recherche du joueur lancé. La recherche du joueur lancé derrière cette zone des 4 petits buts. Si les Blancs défendent bien les 4 petits buts, il y a forcément de la place dans leur dos. Le dos, c'est la zone derrière les petits buts. Si les 4 défenseurs, les 4 milieux blancs ne fonctionnent pas bien pour défendre cette zone entre eux, il y a possibilité de sanctionner en marquant dans les petits buts. Objectif pour les Bleus, justement, combiner, trouver cette accélération par la passe et ce mouvement ou ces mouvements des joueurs sans ballon qui vont proposer des courses derrière les petits buts. Une fois que le ballon est passé derrière les petits buts, bien évidemment, le jeu est en continuité. On va au bout. Si les Bleus ne peuvent pas finir sur le but central parce que les Blancs se sont bien repliés, ils peuvent, à l'image du match week-end, on est allé jusqu'à assez haut dans la moitié adverse et puis c'est bloqué, donc il faut ressortir le ballon. Là, ils ont à nouveau la possibilité de marquer sur les petits buts. Donc, aux Blancs, de faire remonter toute leur ligne défensive pour à nouveau pouvoir protéger les petits buts derrière eux. Objectif du Blanc, bien évidemment, récupérer le ballon et
sur cette situation, être capable de se projeter et d'aller finaliser par une frappe au but ou un but dans les 7 secondes qui ont suivi la récupération du ballon. Tu intègres la règle du hors-jeu, Pierre? Pour les Bleus? Oui, bien sûr. Oui, pour les Bleus. Bien sûr. D'accord. Okay. Bien sûr. Mais c'est pour ça que là, sur l'image, les défenseurs blancs sont un tout petit peu haut. Un peu haut. Entre les buts, entre les petits buts et la ligne de fond, il y a à peu près 20 mètres. Et l'objectif pour les 4 défenseurs blancs, c'est d'être vraiment assez proche de leur petit but, et de défendre en mettant sur l'axe ballon-but pour empêcher justement qu'ils puissent se faire transpercer par une frappe sur ces types. Donc oui, bien sûr, la règle du hors-jeu, récupération du ballon par les blancs, objectif verticaliser le jeu, verticaliser le jeu par une prise d'appui ou un jeu plus rapide dans la profondeur pour aller finir dans les 7-8 secondes qui ont suivi la récupération du ballon. Récupération, perte du ballon par les Bleus, objectif immédiat de pressing collectif pour ne pas permettre à l'adversaire de reprogresser dans sa moitié défensive et se donner la possibilité sur le contre-pressing de retrouver une situation favorable pour retrouver à nouveau un joueur lancé derrière les buts adverses. Voilà. Donc, on est sur une situation, comment dirais-je, interchangeable, bien évidemment. On va partir sur des séquences de 15 à 20 minutes pour chaque équipe dans le rôle différent. Ou alors, on va partir sur une dizaine de ballons à jouer pour l'équipe bleue, sachant que la séquence s'arrête dès qu'il y a eu une frappe au but. À quel moment de la semaine tu le fais, Pierre? On le fait régulièrement le mercredi. On va partir sur des situations d'échauffement, situations de maîtrise collective sur des jeux de conservation ou autres. Et puis, on va partir sur des situations comme ça, grand terrain, avec 2 fois 20 minutes dans cette idée-là, puis 20 à 25 minutes de jeu plus libre, avec bien évidemment toujours cette recherche essentielle de la profondeur et du joueur lancé, quelle que soit la situation. On est chez l'adversaire, on est face à un bloc bas, on prépare. On n'est pas dans une idée de possession, on est dans une idée de préparation. On prépare pour pouvoir trouver l'accélération par la course et le mouvement sans le ballon. On récupère le ballon assez bas, relativement bas. On est là aussi dans cette idée de profondeur. L'idée reste la même. Quoi qu'il arrive, la volonté, c'est de transpercer la défense adverse. Si on peut le faire très vite, en une passe, sans que l'adversaire n'ait pu se remettre en place, on le fait. Si l'adversaire est en place, encore une fois, ce que l'on voit là sur le schéma, on le retrouve très souvent le week-end. Il faut pouvoir trouver le temps, les décalages, la place, la zone, et surtout les mouvements, les courses pour pouvoir finaliser par une accélération dans le dos du latéral ou entre le latéral et le central, mais quoi qu'il arrive, derrière les défenseurs. Je dis souvent aux défenseurs, à mes attaquants, que même si les 4 défenseurs adverses ont les pieds sur leur surface de réparation, il y a toujours de la place dans l'ordre. Il y a toujours de la place pour faire un appel dans le dos, il y a toujours de la place pour mettre le ballon au-dessus d'eux, il y a toujours de la place pour les déséquilibrer. C'est très compliqué de jouer dans les petits espaces, de jouer entre les lignes adverses quand ils sont aussi bas et aussi compacts. Souvent, la place va se situer au-dessus d'eux, dans leur dos. Donc, c'est un peu l'objectif de cette… J'ai 2 questions, Pierre, moi. Tu fais ça le mercredi? Oui, souvent. Là, en l'occurrence, c'est les Bleus qui travaillent. Ton équipe que tu prépares pour le samedi? Pas du tout. Ça ne m'arrive jamais, ça. D'accord. Donc, que ça soit bien clair. D'accord. Je ne fais, dans mon poste d'entraîneur de réserve, je ne fais jamais de mise en place de l'équipe qui va jouer le week-end. D'accord. Okay. Pour 2 raisons. La première, c'est que là, peut-être encore plus que dans d'autres groupes, si je fais ça le mercredi, je les ai perdus jusqu'à la fin de la semaine. On est d'accord. Les autres. Et l'autre raison, c'est que le mercredi, si je travaille avec une équipe, avec un groupe, il n'est pas impossible, et c'est même dans 90% des cas ce qui se passe. Le vendredi, j'ai 7, 8, voire 9 joueurs de l'effectif pro qui arrivent. Okay. Et c'est eux qui vont jouer le week-end. Voilà, il faut vraiment qu'ils soient les joueurs dans l'esprit d'être dans l'apprentissage du football sans penser au match du week-end. Il faut qu'ils… Exactement. Il faut pour les coachs qui nous écoutent, il faut bien intégrer le fait que Pierre est entraîneur d'une équipe réserve, d'un groupe. Oui, en plus, qui entraîne un groupe, mais qui n'est pas forcément les joueurs qu'il va y avoir le week-end. C'est très rare. Ouais, mais tu vois, les gens peuvent dire bon, ok, il a 22 joueurs, sauf que le vendredi,
Voilà, le lot, c'est tu en as 5-6 qui redescendent. Donc, tu vas jouer avec une équipe que tu n'as pas entraînée pratiquement la semaine. Tu vas jouer avec des joueurs que tu n'as pas vu la semaine, qui Voilà. ont eu l'espoir toute la semaine de pouvoir jouer avec les professionnels Oui, du d'accord. week-end. Donc, qui arrivent avec forcément une forme de déception le vendredi. Bien sûr, en plus, oui. Voilà, qu'il faut gérer. Et tu vas avoir, si je peux me permettre, un rôle social aussi important auprès de ces joueurs. C'est ce que je disais tout à l'heure à Pépite, 80% de mon travail, c'est du social. Ouais. Exactement. Et oui, ce que tu dis, mais alors, question, est-ce que quand ils ne jouent pas le week-end avec la réserve, il y a une équipe C? Pas du tout. Non. Donc, ils ne jouent pas du tout, quoi. Ils ne jouent pas du tout. Non. D'accord. Bon, après, ils savent où ils mettent les pieds en même temps, donc ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Le cadre, ils savent où ils mettent les pieds et surtout, moi, je vais les sensibiliser sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils vont avoir 25 ou 30 matchs de réserve dans la saison que ça va forcément déboucher sur quelque chose de… Oui. On a un garçon cette année qui va signer un contrat pro de 3 ans, qui était dans le groupe réserve, donc qui n'est plus U19, qui est senior. Il a joué 4 matchs. Ouais. Il a joué 4 matchs parce que chaque week-end, il y avait 2 ou 3 attaquants qui arrivaient et qu'il fallait les faire jouer. Par contre, on a quand même décelé tout au long de la saison un vrai développement, un vrai potentiel. Et on se dit qu'il y a encore de quoi faire. Ouais. Son tour viendra. Hein. Exactement. C'est comme pour toi à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Question par rapport à ce que tu fais là au niveau de l'exercice. On revient à ce qu'a dit Xavier Collin, et je le répète encore une fois pour les entraîneurs qui écoutent. Ça, alors au FC Nantes, tu as des joueurs déjà, on va dire, aboutis techniquement, tout ça, tactiquement. Dans un club amateur, on fait ça. On répète encore une fois, ça ne marchera peut-être pas au premier coup. Les joueurs peut-être joueront un jeu de vite marquer dans les petits buts parce que voilà. Mais encore une fois, on corrige en tant qu'entraîneur. On ajoute des règles pour arriver à ce qu'on recherche. Et surtout, on le refait souvent. La pierre, toi, tu le dis, tu le fais assez souvent pour arriver à vraiment au résultat que tu veux. Donc, c'est vraiment exactement, une répétition. on le fait souvent et comme tu dis, ça ne marche pas de suite. On essaye au départ de simplifier les choses. Là, ce que je vous ai énoncé, c'est vraiment la formule simpliste du jeu. Aujourd'hui, on en est, nous, pour l'équipe bleue, par exemple, la dernière passe, ou en tout cas la recherche du joueur lancé, cette dernière passe, elle va se faire obligatoirement en une touche de balle. C'est-à-dire que déjà, on est dans l'idée que 2 joueurs se comprennent, celui qui va faire l'appel et celui qui va donner le ballon. Association des joueurs, ok. Association des joueurs. Ça enlève un dilemme, à savoir ce fameux timing entre le receveur et le passeur. Là, ça enlève ce dilemme. On sait quand le ballon va partir. Il n'a qu'une touche de balle pour faire la passe. Et on peut même aller plus loin. Cette dernière passe se fait en une touche, mais l'avant-dernière passe aussi se fait en une touche. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, on va prendre un appui sur l'avant-centre qui va remiser en une touche sur un milieu de terrain qui vient, et ce milieu de terrain va jouer en une touche sur un troisième qui va arriver lancé. Donc là, on est vraiment dans une situation évolutive qu'on peut retrouver au bout d'un moment, mais l'idée essentielle, c'est de faire en sorte que les joueurs se comprennent. Donc, de créer des langages communs qui vont permettre d'avoir le 10e de seconde d'avance. Oui, d'avoir des codes. Ou la petite seconde d'avance qui va surprendre. Voilà. De toute façon, là, comme tu l'as dit, et comme on le dit pour tous les entraîneurs qui écoutent, c'est de la répétition. Vous mettez des règles au fur et à mesure de la maîtrise de l'exercice pour aboutir peut-être dans 10 semaines, avec 10 répétitions une fois par semaine. Vous allez aboutir par un exercice qui va vraiment prendre forme dans ce que vous en attendez. Et vous allez devoir après mettre des règles pour le rendre plus difficile par le règlement, on va dire. Mais les joueurs arriveront à le faire parce qu'ils maîtriseront le sujet et maîtriseront le jeu. Donc, c'est vraiment la recherche. Voilà, tu rajoutes des règles comme ça. C'est très important ce que tu dis, Philippe, et je pense qu'on a tous fait l'erreur. Moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai débuté aussi de vouloir intéresser les joueurs et donc de vouloir absolument amener de la variété à mes entraînements. Oui, c'est souvent ce qui se passe. Je faisais tout pour qu'il n'y ait pas un entraînement qui ressemble à un autre, qu'il n'y ait pas un exercice qui ressemble à un autre. Mais au final, en fait, on ne fait que survoler tout et on n'appuie sur rien. Et ça s'affine avec le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui vont s'ancrer en nous, des choses que l'on va ressentir, qui vont marcher, que l'on va voir fonctionner le week-end et que l'on va appuyer et donc que l'on va répéter, comme tu le dis, Philippe. Oui, c'est ça. Mais moi, je vais donner un exemple, mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé
de faire un entraînement, je me souviens de ça en CFA avec Villeneuve, et il y avait un entraînement qui n'avait vraiment pas marché. Mes exercices, ça ne s'est pas bien passé. Alors déjà parce que les joueurs, je pense, n'étaient pas dans le... Ils n'avaient peut-être pas envie de le faire déjà, donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et ils n'y mettaient pas toute la bonne volonté pour le réussir, tu vois. Et j'étais tellement déçu de voir que ça ne marchait pas et de voir que je sentais que leur implication n'était peut-être pas optimale, que j'ai failli même arrêter l'entraînement. Même je ne sais pas si je n'ai pas arrêté l'entraînement avant. J'ai passé une gueulante et je me souviens leur avoir dit « Demain, on le refait ». Et on l'a refait le lendemain. Et l'entraînement, il s'est super bien passé parce que les joueurs étaient arrivés en contexte de se dire « Oh putain, le coach n'est pas content, ça ne va pas être bon ». Il y avait le match qui arrivait derrière, donc ils se disaient « Putain, ma place, machin ». L'entraînement s'est hyper bien passé. Et à la fin de l'entraînement, il ne serait pas marché de nouveau. Là, je me serais mis en cause et j'aurais dit « Merde, là, bon, c'est moi, là, j'ai fait le coup ». Mais comme ça a marché, j'ai pu leur rentrer dedans en disant « Ça ne dépend pas que de moi, ça dépend aussi de vous ». Et c'était super intéressant et valorisant pour eux de montrer aussi que on peut réussir des choses qu'on n'a peut-être pas envie le jour J. Ah, tout à fait, oui, bien sûr. J'avais bien aimé ce que tu as dit, c'est pour ça que je ramène cet exemple, mais c'est vrai que c'était ça. Donc là, on va basculer sur. Maintenant, on va voir ce que ça donne en match. Oui, alors évidemment, c'est un petit montage de choses que j'aime à rappeler aux joueurs, à remontrer aux joueurs, tout simplement parce que c'est eux qui le font. Hein, souvent, on va montrer les grandes équipes européennes, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'ils font, voilà un tel. Moi, j'aime. Attends, pardon. Là, c'est bon. Oui, j'aime montrer des images intéressantes de ce que eux font parce que c'est leur truc. Et ça les valorise aussi, oui. Ça les valorise, tout à fait. Voilà. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Voilà. Donc là, on pourra répondre donc, à Franck. Et après, je vois qu'il y a deux autres questions qui sont intéressantes. Nicolas Teurnier et Martial Collin. Donc, on les posera juste après. Donc, c'est parti. Tu peux parler en même temps que la vidéo pour expliquer ce que je vois. Oui. Le mouvement, ouais. Hein, le maître mot de cette vidéo, c'est le mouvement constant, permanent du ballon et des joueurs. Voilà. Donc là, on retrouve bien des choses déjà de ce que tu as montré dans l'exercice. Alors moi, je ne l'ai pas bien, la vidéo. Elle est non plus. Elle est séquencée aussi, ouais. Ah bon? Oui. Moi, elle marche bien de mon côté. J'espère que les gens faut. Vachement saccadé. Ah ouais? Ouais. Est-ce que les gens qui regardent peuvent donner un avis pour savoir si c'est pas bon? Là, pas du tout pour vous, Seb? Non, je vois sur le portable, c'est saccadé. Non, toujours saccadé, ouais. Ouais. Et sur l'ordi Pierre, est-ce que tu penses que la vidéo, je pourrais la diffuser juste après sur Facebook? C'est jouable, ça-là? Oui, bien Ok, sûr. d'accord. Bon, dans ce cas, parce que ça saccade trop, je pense qu'il y a beaucoup trop de monde. Ouais. Et voilà, je n'ai pas peut-être les débits qui vont bien. C'est à Chartres? Ah oui. Non, c'est Marcel Sopin. La Beaujoire. C'est Marcel comme Sopin. ça saccade trop, c'est pas Marcel ça. Sopin, pardon, autant pour moi, Pierre. Ouais. J'y suis allé avec Chartres aussi, d'ailleurs, une paire d'années. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je reviens sur nous et je mettrai la vidéo. C'est Confreville, ça. Je remettrai la vidéo. Ah, ouais, c'est intéressant que tu la mettes parce que ça traduit plus que des mots, effectivement. Oui, exactement. C'est pour ça que je voulais la mettre. C'est bien que tu l'aies envoyée. Donc, pour les téléspectateurs, la vidéo sera mise juste après l'émission en ligne. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça peut reproduire. Et c'est vrai qu'on retrouve pas mal de choses que Pierre a montrées sur l'exercice. Donc, ça peut être intéressant. Pierre parlait à l'instant de mouvement. Je crois savoir que ça a toujours été l'un des principaux, je dirais, des principaux thèmes du fameux jeu à la nantaise. Hein. C'est bien ça, Pierre? Thème essentiel, Manu, thème essentiel. C'est tout par-delà. On ne peut rien faire sans ça. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec un ancien du FC Nantes qui s'appelle Fabrice Picot. Et lui me racontait aussi un petit peu les entraînements à l'ancienne, comme on pourrait dire maintenant, de M. Suedo. Et il me disait, tu n'avais pas intérêt à ne pas te mettre en mouvement parce que sinon, ça râlait, quoi. Alors, pour Jean-Claude Suedo, la première qualité d'un footballeur, c'est d'aimer courir. C'est ça. Hein. Voilà, il a toujours dit, il a toujours évoqué. Il a toujours évoqué. Lui, son boulot, c'est de montrer où courir, comment courir, courir en fonction d'un partenaire. Ouais. Mais déjà, si tu ne veux pas courir, c'est pas possible. C'est une notion super importante. Ça marque. J'espère qu'un jour, on l'aura à l'émission. De toute façon, ça fait partie des coachs que j'aimerais bien qu'ils soient là. Donc, c'est bien que tu l'aies cité.
Tu vas pouvoir répondre aux questions. Donc, est-ce que la partie analyse vidéo, ça représente beaucoup de temps? Bon, c'est bien sûr, vous avez des analystes vidéo au club sans doute. Comment tu procèdes la semaine? On a un analyste vidéo pour la formation et plus particulièrement dédié à l'équipe réserve. Ouais. Donc, moi, ce que je lui demande effectivement, c'est chaque semaine de me faire une petite compile par rapport à des critères bien précis que j'aurais évoqués avec lui sur l'adversaire à venir. Ouais. J'y passe un peu de temps, je regarde ce qu'il m'a préparé. Bon, très vite, je me fais une idée. Qu'est-ce que je regarde? Moi, je regarde d'abord les notions d'espace. Que font les adversaires par rapport à l'espace? Quels espaces ils attaquent? Quels espaces ils laissent libres? Donc, on va essentiellement travailler sur cette notion-là. Il est très rare que je m'attache à observer un joueur en particulier, parce que ce n'est pas du tout dans notre idée de se focaliser sur un joueur. Par contre, on va séquencer des situations collectives de l'équipe adverse. Et puis l'autre partie de l'analyse vidéo va être plus individuelle. On est en formation. Et l'outil vidéo est un formidable outil pour les jeunes joueurs, que ce soit des séquences d'entraînement, puisqu'on filme les entraînements. Vous leur donnez des clés USB pour qu'ils regardent leur match ou... Alors non, on ne leur donne plus des clés USB pour la bonne et simple raison qu'on ne maîtrise pas ce qu'ils font avec la clé USB. D'accord, ok, j'ai compris. Par contre, on passe du temps avec eux en salle vidéo pour analyser leur match ou leur entraînement, ou même leur attitude à l'entraînement. On parle d'attitude. Oui. Comment tu arrives à l'entraînement? Regarde ta démarche. J'ai demandé à mon analyse vidéo de temps en temps de filmer les joueurs quand ils arrivaient aux entraînements. C'est bien, c'est bien. Et souvent, c'est déjà déclencheur de ce qu'on va voir ensuite. Ouais, je suis d'accord, c'est bien. Voilà, donc on est dans la formation, on forme des joueurs, mais on forme aussi des hommes et il y a des attitudes à fournir, à respecter. Et quand je vois l'exigence qui était celle de Vaïd, par exemple, pour les jeunes joueurs qui arrivaient, j'explique aux gamins, si tu arrives comme ça à l'entraînement, tu peux être sûr que tu ne mets pas les pieds sur le terrain. Il te remet dehors de suite. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles on va travailler, même à la vidéo. Voilà. Donc, le temps hebdomadaire, c'est à peu près 3-4 heures par semaine. C'est quoi la semaine type au FC Nantes pour la réserve? La semaine type, c'est donc compétition le samedi, repos total le dimanche, remise en route et retour sur le match vidéo le lundi. Alors, remise en route, évidemment, différenciée selon que les joueurs aient joué le week-end ou pas. On en parlait tout à l'heure. Une journée de mardi assez riche, assez costaud. Il m'est arrivé de faire des journées continues, entraînement le matin, repas en commun, séance vidéo l'après-midi, en début d'après-midi, puis séance d'entraînement l'après-midi à 16h. Le mercredi, une séance le matin, une séance vraiment plus basée sur la globalité du jeu, 11 contre 11. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Le jeudi, c'est vraiment adaptatif. Si on sent qu'on a besoin de travailler quelque chose spécifiquement, on va le faire. Mais il arrive aussi régulièrement qu'on laisse les joueurs en repos total, vraiment pour régénérer, parce que les journées de mardi et mercredi sont très, très, très fortes. Et puis vendredi, on est déjà un petit peu plus dans une préparation de match pour le week-end. Alors, j'ai deux questions. Alors, comme je te dis, il y a Nicolas Ternier. Donc, question qui va avec… Alors, ce n'est pas celle-là que j'ai notée, c'est l'autre. Est-ce que tu vois une différence entre ton époque et actuellement dans la signature des contrats pro? On a l'impression que les joueurs passent pro plus facilement maintenant sans avoir réellement prouvé. Alors, ça, c'est vrai, mais il faut pas le décrire comme ça. C'est incomparable. Oui. C'est incomparable aujourd'hui. Effectivement, il y a 20 ans, pour pouvoir signer un contrat professionnel, bien souvent, il fallait avoir soit des sélections en équipe de France, soit avoir déjà 2 saisons avec l'équipe réserve, avoir été déjà très performant avec l'équipe réserve, voire avoir déjà vécu des matchs avec l'équipe professionnelle ou des bancs de touche. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette idée-là. Aujourd'hui, on va d'abord, parfois, et c'est certainement pas la bonne chose, mais on n'a souvent pas le choix, faire signer des contrats professionnels pour protéger les joueurs de tout ce qui va arriver de l'extérieur. Oui. Et finalement, on est aussi dans
un peu plus parfois dans le pari, dans le potentiel, on ne fait pas signer systématiquement des contrats professionnels à des produits ou des joueurs finis, quoi. On est obligé d'être dans un potentiel. De toute façon, on en avait parlé sur d'autres émissions, ça revient aujourd'hui. On va dire qu'à l'époque, comme le disait Seb, signer stagiaire 2 ou stagiaire 3, c'était déjà bien de le faire et de le signer parce que tu sais très bien que le contrat est illimité et tout ça. Et il fallait faire X matchs pour être pro, 15. tout ça. Donc il y a des conditions, voilà, 15 matchs. 15 matchs. Aujourd'hui, contrat pro, c'est comme tu le dis, c'est pour ficeler un peu le joueur, le conserver. Aujourd'hui, le contrat pro, on va dire, n'a pas d'identité réelle à partir du moment où le mec, il n'a pas fait ses 3-4 saisons déjà pro vraiment à jouer, quoi. Non, c'est uniquement un statut de salarié aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu peux faire une carrière pro sans réellement jouer en pro, quoi. Non, tout à fait. Alors, il y a une autre question. Alors, c'est Manu Herman. Le projet de jeu est-il le même entre équipes de la formation jusqu'en N2 au FC Nantes? Est-ce que... oui. Jusqu'à la N2, oui, assurément. Et en dessous? C'est-à-dire en dessous? Est-ce que le projet de jeu au FC Nantes, vous l'imposez? Est-ce qu'il est imposé dans les différentes catégories? Est-ce que c'est le même imposé? À partir de U15 et même avant, mais moi je vais parler vraiment de la partie centre de formation. Donc U15, N2, on travaille effectivement tous ensemble sur les mêmes idées, sur les mêmes méthodes. Après, on a la liberté des choix d'exercices. D'accord. On ne nous impose pas des exercices. Par contre, on est dans des idées communes, oui. Ouais. Alors, je regarde s'il y a une autre question. Donc, il y a une autre question. Ouais, bon, ça, c'est autre chose. Moi, j'en ai une question. Où en est la formation nantaise quand on sait qu'elle a, comme tu dis, tu en as fait partie, elle a peuplé l'équipe 1 en Ligue 1. Je suis toujours. Hein. C'est moins le cas maintenant, Pierre, depuis quelques années. Écoute, c'est moins le cas, oui, c'est moins le cas, mais c'est vrai que c'est partout pareil. Hein. Ouais, déjà, c'est un peu partout pareil. C'était exceptionnel il y a 20 ans. C'est moins le cas. Et malgré tout, quand on retrace un petit peu les dernières années, les meilleurs joueurs nantais, et là je parle de l'équipe professionnelle, c'est qui? C'est Léo Dubois, c'est Valentin Rongier, c'est aujourd'hui Imran Louza. Produit nantaise. Okay. Effectivement, il y en a beaucoup moins, mais ceux qu'on arrive à sortir, c'est des garçons qui, pour l'un qui est en équipe de France, pour l'autre qui signe à Marseille, pour le troisième, il va se passer des choses intéressantes. Avant eux, il y avait eu Amin Harit, qui est parti pour une belle carrière aussi. On peut parler d'Abdoulaye Touré, de Georges-Kevin Nkoudou, qui a fait aussi de belles choses. Il y a encore de bons joueurs qui sortent du FC Nantes. La grosse différence, c'est que aujourd'hui, on ne va pas retrouver un ensemble de 15 à 20 joueurs. Voilà, c'est ça. Qui vont, comme tu le disais, peupler l'équipe première du FC Nantes. C'est plus difficile maintenant. Les joueurs partent facilement, se cherchent plutôt individuellement à partir dans d'autres clubs, à aller chercher peut-être le contrat qui va bien. Donc, c'est peut-être plus difficile à maintenir une cohésion de durée en fait dans les clubs. En plus, si je peux me permettre, c'est le cas dans tous les clubs pro. Hein. C'est pas seulement, c'est le même problème. Seulement l'exemple du FC Nantes. Hein. Enfin, je sais pas, mais... Ou alors, tu as un club de très très riche et tu peux garder ta politique. Complète. Non, et puis il y a aussi peut-être, ça j'en sais rien, mais c'est peut-être aussi un peu angoissant pour un président ou pour un directeur sportif de se dire on va avoir des résultats avec 15 gamins, quoi. Oui. Bien souvent, on va choisir cette option parce qu'on n'a plus trop le choix. Par défaut, peut-être. C'était souvent le cas, même auparavant. Hein. C'était le cas auparavant. Les clubs étaient en difficulté financière et s'appuyer sur leur formation. Ils se sont appuyés sur leur centre de formation. Hein. Exactement. Je pense à Montpellier. Peut-être qu'on va y revenir un peu, non? Est-ce qu'il se passe? Oui, par la force des choses, peut-être. Par la force des choses au niveau économique, oui, peut-être. J'ai une question, Pierre, sur le fait que quand tu es arrivé à Nantes, donc la première année, tu montes en CFA et la deuxième année, tu refinis premier, du coup. Est-ce que tu penses que ça aurait été intéressant de pouvoir monter en national? Est-ce qu'une réserve pro en national, ce ne serait pas déconnant? Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça? On me pose souvent la question, très honnêtement.
Il faudrait changer en tout cas le mode de fonctionnement pour les réserves pro pour pouvoir survivre en national. C'est-à-dire que Oui. on a eu la chance de pouvoir être champion de N2. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce que font les réserves pro en N2, on est plus souvent à regarder en bas qu'en haut. Oui, oui, il y en a pas mal qui redescendent en N3. C'est pour ça que la question elle est intéressante. C'est encore Nicolas. Donc concrètement je pense que ça ne changerait pas grand-chose, sauf si les clubs pro décidaient de changer l'idée qu'ils ont de leur réserve. Mais si ça reste dans l'état actuel, d'ouvrir la N1 aux réserves pro, ça ne changera pas grand-chose. Il y en aura peut-être une tous les 6-7 ans qui va y arriver. Mais ouais, s'il restait dans cette façon de faire aujourd'hui, ça ne changerait pas. Parce que aujourd'hui, on voit beaucoup de réserves pro qui essayent de faire un championnat N2 avec des joueurs de 18 ans. Donc, ceux qui s'y sont risqués, ils sont à la fin. Et alors, dernière, dans ce raisonnement, un championnat dédié aux réserves, intéressant ou pas? Ce serait pas. Alors là, moi, je vais, là aussi, on m'a posé la question. Je vais reprendre un petit peu le costume d'entraîneur de club amateur que j'avais. Je pense que pour les clubs amateurs, ce serait catastrophique. Ouais. Mais c'est catastrophique. C'est l'argument des fois. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais à Mont-de-Marsan, quand on recevait Monaco, quand on recevait Marseille, quand on recevait Lyon, mais c'était une effervescence bien plus importante. Donc, une rentrée d'argent aussi bien plus importante, etc. etc. Bien sûr. Et d'avoir la chance de voir évoluer Kylian Mbappé à 16 ans avec la réserve de Monaco. Bon, ben voilà, on a des gamins qui ont eu un autographe, qui l'ont vu, qui l'ont touché. Voilà. Oui, puis ça, encore une fois, ça enlèverait le côté des joueurs qui n'ont pas été pris très jeunes dans les clubs pro ou ceux qui ont été largués après avoir fait 1 an ou 2 dans les clubs pro qui reviennent en amateur. Tu ne leur ouvres plus une fenêtre, une seconde porte. Parce que le mec, quand tu joues contre une réserve pro, souvent, malgré tout, le joueur, il se dit je vais me montrer, quoi. Je vais tout faire pour être bon parce que c'est peut-être l'occasion. Et même pour les joueurs de l'équipe réserve pro. Hein. C'est ce que j'allais te dire. L'inverse, c'est aussi bien. Hein. C'est ce que j'allais te dire, Seb. C'est très formateur. Hein. Je reprends mon costume effectivement d'entraîneur de l'équipe réserve. Quand on est dans un championnat, les matchs que l'on fait, que l'on dispute contre d'autres réserves pro, en général, il y a 3 ou 4 réserves pro dans un même groupe, n'ont absolument rien à voir avec tous les autres matchs que l'on va jouer dans la saison. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus académique. Voilà, il n'y a pas d'imprévu, il n'y a pas ce ballon de 50 mètres dans le dos de ta défense et les 3 attaquants qui viennent presser tes défenseurs. Enfin, on voit pas tous les footballs. Voilà, donc le fait de jouer les clubs amateurs, on découvre aussi d'autres footballs, d'autres registres, d'autres idées, d'autres gabarits, d'autres. Bon, voilà. Et encore une fois, alors dans la continuité, puisqu'on va aller au bout du raisonnement, des joueurs que, comme cette année, tu n'en retiens pas, peut-être 6, 7, 8, ces joueurs qui, certains avaient des contrats, pour être reclassés dans le monde amateur, tu sais comment ça se passe, des fois, ils doivent attendre octobre. Est-ce que là, il n'y a pas une erreur de casting, surtout aujourd'hui avec les problèmes financiers? Les joueurs vont avoir du mal à trouver des contrats fédéraux, on est d'accord? Et les clubs ne vont plus investir autant sur des joueurs qui n'ont pas réellement prouvé. Toi, si un joueur de Nantes a été lâché et qu'il a été peu souvent dans l'équipe nationale 2 parce qu'il n'a pas le choix et tous les joueurs pro qui descendent, le gamin, il est fini, quoi. Pas fini, mais pas loin. S'il ne doit pas jouer avant octobre, et pour rebondir, déjà, il prend un coup au moral parce que Nantes ou le club pro ne le garde pas. Et il prend un deuxième coup au moral parce qu'il ne joue pas avant octobre. Donc, une double peine. Et le joueur qui s'en sort après ces 2 coups-là, je pense qu'il est costaud dans sa tête. C'est intéressant peut-être là. Ouais, moi perso, effectivement, j'ai jamais compris cette règle. Je ne la comprends pas. C'est empêcher quelqu'un de travailler, c'est empêcher quelqu'un de s'amuser, c'est empêcher quelqu'un de… Et oui, le raisonnement. Absurde. On est d'accord. Bon, en tous les cas, ça fait 1h15 qu'on échange. Pierre, moi, encore une fois, je répète, c'est le pied de discuter, d'échanger comme ça. Et l'émission, on voit bien, il y a des questions, tout le monde partage, on voit bien que ça plaît bien. Donc, encore une fois, nous, déjà, on te remercie d'avoir… C'est moi qui vous remercie. C'est moi. C'est vraiment plaisant, franchement, on est hyper content de te recevoir et recevoir tous ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Encore une fois, merci aux téléspectateurs d'être nombreux. N'hésitez pas à diffuser et à communiquer que cette émission existe maintenant. Alors, pour la suite, parce que j'aime bien donner un peu les infos de la suite. Donc, pour la suite,
je vous donne un petit compte rendu. Donc, après Pierre, donc, nous avons lundi Franck Hayes, donc c'est l'entraîneur du Racing Club de Lens, donc, qui est en Ligue 1. Donc, ça, c'est aussi un beau rendez-vous. Laurent Di Bernardo, National 2 de Bourges. Après, on a Jean-Marc Furlan, donc de l'AJ Auxerre. Après, on a Michael Bouli, qu'on connaît tous, l'entraîneur des gardiens de but du PFC, avec des idées qui sont bien intéressantes pour les entraîneurs des gardiens. On a Anthony Rimasson par la suite, donc intéressant aussi. On aura l'info officiellement, on va dire demain, mais on a Hervé Renard qui sera là. Donc ça, c'est aussi un beau cadeau. Je peux dire merci Seb. Et on a Alain Olio aussi qui sera là. Donc c'est de très bons coachs. Et puis on a encore une fois plein d'autres coachs qui sont déjà sûrs d'être présents, comme Olivier Quin, Xavier Neuze, etc. Donc l'émission, je pense, va durer un moment, en tous les cas. Donc à toi le dernier mot, Pierre. Merci Pierre, à toi, bonne continuation avec tes minots. Merci à vous, c'était sympa, c'était vraiment très sympa. On parle de foot, on s'arrêterait pas, j'ai envie de dire. Ton émission, elle est trop courte, Philippe. On n'aurait presque pas envie de s'arrêter, de parler de foot. Donc juste le paperboard. Ouais, c'est ça. Non, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous. Je connaissais un petit peu Sébastien, moins Manu. C'était un plaisir de faire cette rencontre et d'en discuter avec vous. Et puis, je vous souhaite de très belles émissions à venir. Voilà. Merci Pierre, c'était top. Merci beaucoup. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour toi. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, portez-vous bien. Ciao, merci. Ciao. Ciao, ciao. Salut les gars.